Aujourd'hui, je suis avec David de l'association Du Soleil dans nos assiettes et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit qu'il fallait absolument que j'interviewe David. C'est une figure incontournable de la low-tech en France. Il est notamment connu pour le poil de masse Oxalibre qu'il a présenté notamment dans une vidéo de l'Archipel qui a maintenant presque 1 million de vues. Je suis particulièrement contente d'interviewer David parce que c'est le concepteur du four solaire que j'utilise au quotidien. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant en discutant avec David, c'est tout ce qu'il a mis en place pour la cuisine low-tech, collective, professionnelle, à la maison. Et il a notamment développé un procédé assez ingénieux qu'il va nous présenter aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Émilie, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux, on va rentrer directement dans le vif du sujet, nous parler un petit peu justement de ce procédé que tu as mis en place pour pouvoir faire de la cuisine low-tech lors d'événements? Alors, c'est un principe assez novateur, c'est un type de cuisson au bain-marie. C'est-à-dire qu'on est habitué à cuisiner en faisant chauffer relativement fort une poêle. Là, c'est différent, on fait chauffer un bac d'eau contenant d'autres bacs, 1, 2, 3 ou 4, on verra demain, on va sur un événement demain, on verra en pratique, et où on incorpore les aliments en fonction de leur demande de cuisson. C'est-à-dire un aliment qui réclame beaucoup de cuisson, on le mettra 2 heures avant, il cuira en cuisson douce aux alentours de 70 degrés, et les aliments réclamant moins de cuisson sont incorporés plus tard. Par exemple, des champignons, des tomates, on pourra les mettre une demi-heure, voire un quart d'heure avant. Et à la fin, ça aboutit à une recette. Alors, le gros avantage de cette technique est le confort du cuisinier, l'absence de stress, ce qui est assez rare en cuisine. Je ne sais pas si tu as déjà discuté avec un chef un quart d'heure avant le service. D'habitude, le chef est exécrable. Alors que là, on a carrément tout son temps, on allume et ça se fait tout seul, on n'a pas à touiller. Ouais, puis ce que je trouve intéressant aussi, alors donc demain, tu vas m'emmener avec toi sur un événement, justement, donc je filmerai tout ça, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Mais ce que je trouve déjà intéressant, c'est que ça te permet, en étant peu nombreux, de pouvoir nourrir quand même pas mal de gens. Et surtout, la petite spécialité, et on filmera aussi ton installation, c'est que tu y vas à vélo, avec tout ton matériel à vélo. Ça, c'est possible que parce que t'as pensé ce procédé en fait de manière cohérente dans son intégralité, c'est-à-dire de dire comment on fait une cuisine peut-être avec moins de gaspillage, sans avoir besoin absolument d'un gros outil utilitaire pour déplacer plein d'objets. C'est absolument ça. Mes premiers repas événementiels remontent à pas mal d'années et je me déplaçais avec une voiture, une remorque, tout était chargé, traîné par terre. Donc j'ai essayé d'alléger au maximum. J'en suis arrivé à une époque où j'ai fait une paella pour un groupe de cyclistes à côté. Ils étaient 30. Il a fallu qu'on y aille à 2 vélos quand même, donc j'ai encore travaillé l'allègement du matériel. Après, le but n'est pas forcément d'y aller à vélo, mais se dire qu'il existe une technique où tu peux aller faire un événement avec une petite voiture, un Kangoo, voire plus petit. Et ben c'est super pertinent. Toi, ce que t'amènes parfois dans ces événements, une partie de ce que tu cuisines, parfois a été cuisiné déjà en amont et stérilisé de manière low-tech. Est-ce que, pour moi, c'est vraiment ça le cœur du sujet, on en a déjà parlé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce truc autour de la stérilisation? Il y a beaucoup d'idées reçues. C'est pas rare d'avoir peur de se tromper quand on stérilise, peur de perdre ce qu'on a cuisiné parce qu'on le stérilise mal. Toi, comment t'es venu à la stérilisation déjà? Pour rester encore un petit peu sur la restauration événementielle, c'était le cœur du principe. Mon principe de base avec l'association Du Soleil dans nos assiettes était de récupérer des légumes de saison, les mettre en bocaux et les réchauffer sur événement de façon à avoir une chaîne éthique parfaite. Alors, je me suis aperçu qu'un repas 100% basé sur des bocaux était en gros trop cuit. C'est bien de coupler avec d'autres méthodes. Est-ce que tu veux nous expliquer concrètement tes procédés de stérilisation? Parce que Oui. tu en as plusieurs. Oui. Et c'est un peu pour ça que je suis venue quand même, que tu me montres tout ça. Donc Oui. rentrons dans l'objet que nous n'avons pas encore montré et qui est juste à côté de nous. Donc que tu appelles Une autoclave. un autoclave monté sur un rocket stove. Alors oui, un principe de cuiseur à pelet. Parce que le rocket stove est habituellement plus destiné au bois. Ah oui, ok. On utilise du petit bois. Là, j'ai choisi le pelet parce qu'avec un cuiseur à bois, en gros, il fallait une personne de plus sur l'événement pour entretenir le feu. Eh ben, ouvrons-le pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est une cocotte minute classique, mais juste de très grande taille. C'est ça, une 50 litres. On y met 32 bocaux, des 75 centilitres. Alors le gros intérêt de cette cocotte est qu'on la trouve en vente sur Internet, grand public. Ce n'était pas le cas il y a quelques années encore. Ça fait 2 ans à peu près qu'on peut acheter ce modèle. Ok. Et en termes de coût? 200 €. Ok. Port compris. Super. Donc accessible à un professionnel, mais aussi à un particulier. Encastré dans un système de cuisson à pelet,
Alors comme tu peux voir, ici on a la réserve à pellets. Alors à l'utilisation, on remplit de pellets, on met un allume-feu, on remet la cocotte et ça chauffe l'autocuiseur tout simplement. Et donc ça, donc c'est complètement, enfin c'est de l'auto, enfin t'as tout fabriqué toi-même à partir de matériel plutôt de récup ou Oh oui. tu veux nous refaire un rapide point sur le cuiseur à pellets? Je sais que c'est un sujet que tu as déjà beaucoup traité, on va peut-être pas rentrer non plus trop dans le détail, mais c'est bien d'avoir la base. Eh bien la base c'était ça. Alors la différence en gros entre celui-là et l'autre peut être branché en intérieur sur un conduit de poêle, alors que celui-là s'utilisait dans le jardin. Donc celui-là est plus simple pour comprendre le principe. Je te montre le cœur du système, notre réserve à pellets. Alors là, une simple boîte de conserve avec une rangée de trous en haut et des trous en bas. On remplit de pellets, on allume avec un allume-feu et la strate incandescente descend doucement car alimentée par l'air du bas en fait. En gros, il faut imaginer une strate de braise qui produit de la fumée et cette fumée passe à travers les charbons et vient s'enflammer en partie haute, ce qu'on appelle souvent la double combustion. Alors ce système fonctionne forcément avec un système de tirage, parce que pour faire rentrer de l'air par les trous d'air secondaire et primaire, il faut l'aspirer. Là, pour mes événements, je voulais pas trimballer un tuyau de poêle qui prendrait de la place. Tu m'imagines dans le train avec mon tuyau de poêle. Donc, j'utilise un petit ventilateur. Alors là, c'est plus un tirage, du coup, c'est une poussée d'air. Voilà, on introduit un peu de high-tech dans notre low-tech. On allume le ventilateur et ça remplace le conduit. L'air rentre par tous les trous et les fumées s'échappent à l'air libre. Okay. Ah oui, c'est pour d'où le fait que ça soit légèrement surélevé. Voilà. Ok. Alors les limites de système, déjà il fallait un extérieur pour l'utiliser. Ouais. Ensuite, ça salissait l'autocuiseur, donc ce qui est moyennement vu dans l'alimentaire. Si ça peut rester propre, c'est mieux. D'où l'invention de ce modèle. Alors qui est encore au stade de prototypage. Il faut imaginer ce conduit bien sûr branché à l'extérieur, mais l'intérêt est qu'on canalise les fumées, on les envoie dehors, on ne salit pas notre autocuiseur. Ça te permet de stériliser, comme tu me disais, 32 bocaux. Enfin, comment tu fonctionnes sur la quantité de recharge de pellets que tu mets pour gérer tes temps, tout ça? C'est quoi le procédé? Alors je t'ai montré la réserve à pellets. Plus elle est longue, plus la durée sera longue aussi. Donc j'ai fait des mesures en incorporant un thermomètre dans les bocaux. Voilà, ça c'est mon thermomètre qui mesure la courbe de température pendant un cycle. J'obtiens une courbe et je fais en sorte du coup que cette durée de combustion coïncide avec un barème professionnel au niveau des températures. Alors ça, comment ça fonctionne? Parce que c'est assez intéressant, je trouve, de savoir comment est un peu normé la stérilisation pour un usage pro. On a un repère mémotechnique. À 101 degrés, 300 minutes sont nécessaires. À 111 degrés, 30 minutes. Et à 121, 3 minutes seulement. Okay. Alors, 101, en gros, c'est température ambiante, ébullition classique. 121, c'est votre cocotte minute domestique. Okay. D'où l'importance de la mise en pression, en fait. On économise énormément de temps, énormément d'énergie. C'est un pilier essentiel de la stérilisation. Oui, complètement. C'est vrai que dans la fameuse vidéo de l'archipel que je citais tout à l'heure, tu montres le système que tu avais avant, juste avec de l'ébullition. Oui. Mais donc, c'est une grosse contrainte en termes de boulot et de gestion pour toi, parce que stériliser le même nombre de bocaux te prenait beaucoup plus de temps. C'est ça. Au lieu de prendre une petite dizaine de minutes, c'était plusieurs heures. Je mettais 4 heures, parce que c'était la réserve la plus grande qui rentrait dans un bidon, et j'atteignais même pas un barème professionnel. Ok. Voilà. Alors là, la cocotte à 200 € monte à 110 degrés, pas à 120, mais 110 degrés, du coup, il faut tenir une petite heure à ébullition. Donc c'est facile à surveiller, il suffit de regarder la vapeur qui sort. Dès que la vapeur sort, en fait, ça veut dire qu'on a atteint nos 110 degrés avec cet appareil. Donc dès que la vapeur sort, après tu laisses un temps. Tu laisses le temps nécessaire à... Donc c'est pour des raisons sanitaires, on ne l'a pas expliqué, mais est-ce que tu veux nous rappeler le principe de la stérilisation peut-être au cas où? Oui, et dans les barèmes que je viens de te montrer, en gros, ça permet de détruire le spore du botulisme. Alors, il existe d'autres bactéries dangereuses, mais lorsqu'on a détruit celle de botulisme, on a détruit toutes les autres. Après, la durée de conservation, une fois qu'un aliment est stérilisé, c'est combien de temps? Alors, il n'y a pas de durée de conservation limite, parce qu'avec ces barèmes-là, on a détruit toutes les bactéries. Ce qui fera qu'un bocal va tourner, ce sera l'usure du joint, c'est du caoutchouc, donc dans le temps ça va se déliter. La perforation du couvercle si jamais il rouille, moi ça m'est arrivé, parce que je stocke dans un container enterré, c'est un peu humide, et au bout de 5 ans j'ai des conserves qui ont perforé. Après, quand on voit des dates limites de consommation sur ceux qu'on achète dans les magasins, c'est que des tests ont été faits pendant cette période, ils peuvent certifier jusqu'à cette période, mais ça ne veut pas dire que ça ne tiendra pas plus longtemps. Est-ce que concernant cette cocotte minute,
juste, tu avais d'autres choses à nous montrer. Le régulateur de tirage, là c'est un petit élément technique assez intéressant, parce qu'en fonction du conduit sur lequel vous positionnerez votre appareil, vous aurez une durée plus ou moins longue. Plus il y aura de tirage, plus le feu sera rapide. Et du coup, pour avoir les mêmes résultats que moi qui vais faire des mesures et les transmettre, eh ben je préconise un régulateur de tirage qui va brider la dépression du conduit. Si on a fait le tour de ce premier mode de stérilisation qui est, comme on disait, pertinent pour des personnes qui voudraient avoir une activité de stérilisation professionnelle, on peut peut-être aller voir quand même le tube à l'extérieur qui est Allons-y. pour un autre usage, mais qui est quand même chouette à présenter. Le tube solaire est un peu la star du soleil dans nos assiettes. Bah oui, c'est ça. C'est ton objet emblématique. Oui, tout à fait. Et je dirais qu'il est complémentaire par rapport à l'autocuiseur qu'on vient de voir. Il est super pratique si on a peu de bocaux à stériliser. Si on a des restes de repas ou alors si on a 2 bocaux de haricots de son jardin à stériliser, j'aurais absolument pas envie d'allumer l'autocuiseur. Et lui, du coup, il est bienvenu. Ouais. Et inversement, si on fait une grosse récup de tomates au mois d'août pour faire tous ses coulis pour l'année, il n'est pas adapté. Tu veux nous expliquer rapidement comment il fonctionne quand même ? Ouais, avec plaisir. Alors là, on a un bocal dedans. Alors, c'est pas des aliments, Ouais, pour l'anecdote. comestible. J'autoclave du bois sous pression pour que l'huile de lin, le liquide, pénètre à l'intérieur. Mais c'est pour un autre usage. Donc du coup, tu positionnes tes bocaux par le trou du bas. Tu peux en mettre jusqu'à 4 de 75 centilitres. Ensuite, tu les maintiens en hauteur avec une cale et tu laisses l'après-midi. Alors le repère de température, tu peux descendre de temps en temps, surveiller une ébullition. Si tu as atteint une ébullition, ça veut dire que tu es bien assez chaud, ça a chauffé suffisamment. Là, tu peux couper. Alors couper, c'est pas un interrupteur, c'est mettre un chiffon par-dessus. Tu attends 2 heures et ensuite tu retires tes bocaux. Oui. Parce que donc ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait ce tube, il y a un vide d'air entre les deux parois, ce qui fait qu'il est extrêmement bien isolé, ce qui permet cette montée en température sans même avoir besoin de mettre un miroir. C'est-à-dire que là, en fait, c'est juste le soleil avec le fait que le tube soit noir, fait que ça monte à la température suffisante pour faire de la stérilisation. Ouais, très bien expliqué. Bravo. Écoute. C'est super performant, c'est son avantage. Après, son inconvénient est qu'on ne peut pas le fabriquer soi-même. Ouais, bien sûr. Manufacturé qu'on achète. Oui, c'est intéressant parce qu'on connaît plus, je trouve, son usage en tant que four solaire que comme stérilisateur. Oui. Et alors même que c'est tout aussi intéressant, et comme tu disais, en fait, la période où souvent on a du soleil, c'est aussi la période où on a des surplus au potager ou des surplus pour les maraîchers, et ils aiment bien... Enfin, parfois ils se retrouvent avec des trucs sur les bras qui vendent à 1 € le kilo. Et là, c'est le bon moment pour cuisiner, transformer et stériliser au soleil quand même. Même si c'est un peu lent parce que tu peux faire que quelques bocaux à la fois, c'est quand même la période où ça s'y prête. C'est bien que tu abordes ce sujet, car pour moi, c'est vraiment le cœur. On accorde trop peu d'importance à la stérilisation, à la transformation alimentaire. Pour moi, c'est un domaine sous-représenté en termes d'infrastructure. Là où j'habite, dans un rayon de 25 km, je connais un seul labo qui fait ça. Et en termes de savoir, en fait, professionnel, il y a très peu de centres de formation. Et pour les particuliers, très dur d'avoir ce savoir. Ouais. Il y a vraiment des choses à transmettre sur ce sujet. L'énergie consommée pour les groupes frigorifiques est juste énorme. Oui, complètement. Et puis si on veut intégrer les énergies intermittentes dans nos modes de vie, il y a l'enjeu du stockage, et on sait très bien les conséquences du stockage en batterie sur les extractions de ressources que ça nécessite. Là où le stockage dans des bocaux, en fait, c'est idéal. En fait, toute l'année, après, on a ces batteries qui sont, entre guillemets, un peu des batteries comestibles, quoi. Oui. À propos de batteries comestibles, on peut peut-être aller voir ta caverne d'Ali Baba remplie de bocaux, et l'épicerie autogérée que tu as mis en place peut-être. Oui, alors je précise que la cave, c'est pas pour du professionnel, c'est pas pour de la vente, c'est pour ma consommation personnelle. Complètement. Oui, allons-y. C'est bien de le préciser. Donc à proximité de ma cuisine. Donc, un container enterré, la façon la plus économique de se fabriquer une cave, je pense. Des bocaux un peu partout. Alors, Et donc, ça te permet d'avoir la même température réellement toute l'année? Ça varie vraiment pas trop? vraiment, parce qu'il n'est pas enterré très profond. D'accord. J'avais le problème de la nappe phréatique qui est assez proche, où il est semi-enterré, garde 10 degrés en gros entre hiver et été. Mais donc, c'est suffisant pour ton besoin?
Oui, oui, oui. Après, c'était surtout un gain de place. Ben oui. Genre d'exemple, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Cette pile de cagettes, eh ben, c'est ma pile de butternut, par exemple. De quoi nourrir le quartier pendant Oui, quelques en temps. butternut. Cette pile de cagettes-là. Bah après, c'est ça qui est des choux intéressant aussi, brocolis. c'est que si une année t'en as pas, si une année t'as pas de butternut ou de brocoli, bah Oui. t'as ta réserve de l'année d'avant et donc ça lisse Oui. les productions, c'est intéressant. Et ça aussi m'oriente pour ça. aussi vers ma production potagère, Ah du coup. bah oui, quand t'as de l'excès. Des butternuts, bah, j'en Oui. plante plus, quoi. Oui, Pour bien l'instant, sûr. Ouais. j'en replanterai quand la pile aura baissé. Oui, complètement. Splendide. Voilà, tu trouves un peu de tout, des légumineuses. Du coup, pas en aussi grand nombre que les légumes, parce que c'est vrai que la légumineuse, tu peux la faire plus à la demande. Bien sûr. J'achète du sec, je stérilise. Vraiment diverses, du poireau, du chou-fleur, tu trouves un peu de tout. Génial. Et ben on peut aller voir l'épicerie si tu veux. Allez. Proposé. Super. Alors, il s'agit d'une épicerie en accès libre, c'est-à-dire que je n'ai pas à m'en occuper. Les gens viennent, font leurs calculs, achètent les bocaux et payent directement dans ce tuyau de poêle. On y revient. Oui. Toujours le poêle. Avec la possibilité, bien sûr, de ramener leur bocal. Et de récupérer leurs consignes dans l'espace avec la monnaie. J'avais mis ça en place pour le gîte que je gère juste à côté. Du coup, les gens pouvaient cuisiner, on n'appelle même pas ça cuisiner, réchauffer un menu. Et on tombait sur, je vais vous montrer un petit exemple, ça permet de voir les bocaux. Complètement. La paella végétale, en guise de féculent. Un chili sin carne, basé sur les protéines de soja pour remplacer la viande. Un seitan, pareil, ça remplace un peu la viande. En entrée, un pâté végétal fait à partir de champignons, lentilles vertes, graines de tournesol, ou une soupe, au choix. En dessert, compote de pommes du jardin. Bon ben voilà. Alors avec cet exemple, on arrive à nourrir 4 personnes. Ça coûte 20 € en bio. Donc 5 € par personne, donc vraiment pas grand-chose. C'est vrai que pour les... Enfin, je sais pas si tu avais beaucoup des voyageurs à vélo, des choses comme ça, mais parfois on n'a pas beaucoup de stock, donc arriver à un endroit où on peut avoir accès comme là à de la nourriture fait maison, de bonne qualité, c'est super. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement réservé aux voyageurs qui sont dans le gîte. Finalement, maintenant, dans le village, les gens viennent aussi. Enfin, il y a une habitude qui s'est créée, j'imagine, petit à petit. Oui. Pas tout le village. Non, bien sûr. Mais de toute façon, tu pourrais pas nourrir tout le monde, mais... Alors, les gens qui viennent chercher leur tube solaire, du coup, les gens du village, les gens qui vont chercher leurs légumes au maraîcher parce qu'ils ont des paniers. Petit bouche à oreille s'est créé, en fait, et du coup, une petite dynamique économique s'est créée ici. Ouais, et c'est ce que tu me disais avant qu'on commence l'interview, alors je te repose la question parce que c'est quand même important, c'est que ça fonctionne sur la confiance, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que donc, les gens payent ici, et donc toi, tu leur fais confiance, et eux te font confiance parce que du coup, tu leur proposes ce que toi, t'as préparé, stérilisé. Je parlais de confiance réciproque, c'est dans le sens où je ne suis pas labellisé bio. Bien sûr. J'aurais eu besoin d'une labellisation bio si j'avais voulu vendre mes bocaux au petit magasin du coin. Bon, c'est quand même une contrainte d'être labellisé bio. Après, les gens qui passent me connaissent, savent que je ne vais pas aller faire mes courses n'importe où. Et donc toi, tu as quand même un enjeu de traçabilité, de faire attention à... Voilà, donc tu as des numéros de série de production avec... Oui. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça demande d'être, j'imagine, assez méthodique et rigoureux là-dessus. C'est des obligations légales et... Voilà, coller les étiquettes avec la fiche nutritionnelle aussi. Ouais. Donc toi, demain, pour l'événement qu'on va aller faire à Chambéry, tu vas amener le matériel en partie à vélo. Est-ce qu'il y aura du matériel sur place que tu n'amènes pas? C'est quoi ce qui est déjà sur place avant qu'on... Bah, toute la vaisselle, en gros. Enfin, c'est ça, c'est la partie non-cuisson. D'habitude, j'amène la vaisselle. J'ai des assiettes Eco-Cup. Je dis d'habitude parce que là, des responsables de l'événement sont passés avant-hier et ont pris une partie du matériel. Du coup... Ça m'a un peu allégé sur ce coup-là, sauf que je leur ai fait plus de fausses viandes, donc je me suis réalourdi d'un autre côté. D'accord. Oui, en fait, tu sais que ta capacité d'emport, c'est 50 kilos. Le principe, en gros, est de venir avec un maximum de choses. Alors, je demande aux organisateurs de prévoir un point d'eau. Après, je suis autonome en termes de couverts, en termes d'appareils de cuisson, les cuiseurs, en termes d'aliments, bien sûr. Et ça pèse 50 kilos, que je divise 25 kilos dans ma charrette. Ah ouais, alors c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, attention, pour les âmes sensibles, nous allons transporter un
Alors j'allais encore dire un rocket stove, mais non, c'est un Cuiseur cuiseur à à pellet. pellet. Attention. Alors lui, il a une spécificité, il s'ouvre, il a un couvercle. Ok. Celui qu'on a vu avant s'ouvrait Oui, pas. ouais. Et donc, la praticité du couvercle est qu'on peut mettre des choses dedans. Alors il sert à la fois de carcasse, de contenant, Ah oui, malin. et de cuiseur une fois sur place. Ok. Et là, du coup, il y a quoi dedans? Dedans, généralement, je prévois ce que je suis sûr d'emmener. Comme ça, lui, il est toujours prêt. J'ai Ah oui. pas à m'en occuper le jour d'avant. Ok. Et dans le sac à dos, je mets les imprévisibles, entre guillemets. Ok. Si on détermine le menu 2 jours avant, par Oui. exemple. Ok, je comprends. Voilà. Ou des aliments frais qui sortent du frigo, que vraiment je sors au dernier moment. Tu nous fais une petite présentation de cette charrette autoconstruite Oui. permettant de... Alors, qui est tranifiable. Alors ça, c'est un mot de mon invention. Tranifiable, ça veut dire adapté au train. Ah, mais c'est génial! Oui, Mon matériel de tournage est tranifiable aussi. Tout à fait. Mais c'est génial. alors il n'existe pas dans le dictionnaire. On va l'ajouter. Alors tranifiable, parce qu'on peut le porter comme une valise, en fait. Ah Vous oui. voyez, je dis pas que c'est super pratique, mais c'est possible et surtout c'est légal dans le train. Parce Oui. qu'une chariote à 2 roues, on n'aurait pas le droit, tout Oui. simplement. Je suis parti d'un chariot de course de grand-mère, vous savez, avec 3 roues sur les côtés, où j'ai simplement remplacé les 3 roues par des roues à roulement. Une marque de vélo qui s'appelle Anderson. Attends. Donc ça c'est pareil, tu as déjà mis je les suis infos déplié. sur du soleil dans nos assiettes ou Oui. pas encore? Oui. Ok. Et il y a un tuto sur le wiki du Lotec. Super. Donc voilà, il suffit en gros juste de changer les roues, enlever les Ouais. 3 roues pour monter les trottoirs et les remplacer par des roues Andersen à roulement qui coûtent 20 € pièce. Et on a son chariot. Alors ce qui rentrait pas dans le bidon, le cuiseur du bain-marie, le bac du bain-marie. Donc il se rajoute comme une carapace de tortue, tout simplement. Tout à fait. Mais tout le reste rentre. Les autres gastro qui s'emboîtent dans celui-là rentrent à l'intérieur. Oui. Je peux te montrer le système de fixation. Oui. Donc une dégaine d'escalade Qui est vraiment très ingénieux. qu'on vient mousquetonner. Hop. Et là, je monte sur le vélo. Tu vois. Ouais, tu disais qu'il fallait pas faire des virages trop importants, là c'était pas mal quand même Oui. Il marche bien, il marche bien. Je suis impressionnée par cette dégaine. Alors le problème de ce chariot est qu'il faut le trouver d'occasion. Ouais. Voilà, c'est assez rare en fait. Mm. Ceux qu'on trouve ont des essieux souvent assez fins. Alors c'est expliqué sur le tuto. En gros, il faut 1 cm d'essieu. Et ceux qu'on trouve font 7 mm et c'est trop juste. Ça risque de casser. Il y a la version toute faite, le chariot Anderson, qui coûte 150 €. Bien choisir avec les roues à roulement, mais du coup qui remplit la même fonction. Alors avantage de celui-là, il est pliable. Prend pas de place. Demain, toi, tu vas être... comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a d'autres cuisiniers qui viennent? Est-ce que tu es tout seul? Comment tu fonctionnes sur ces événements? L'idée de la restauration événementielle était de tirer parti de l'inconvénient de ma technique. Son inconvénient, c'est qu'on est limité, bridé à 60 couverts. En tirer un avantage. Tirer un avantage, je m'entends, c'était en créant une communauté de cuisiniers, un événement où 150 couverts sont demandés par l'organisateur. Hop, je balance le message sur le réseau de ces cuisiniers et on se retrouve à 3 personnes, que chaque personne a la capacité de 60 couverts. Et du coup, on crée une communauté. Alors, quel intérêt de créer une communauté? Kevin de Grenoble m'avait demandé, parce qu'on est un peu moins, on se sent un peu moins fou quand on est nombreux. Ouais, et puis aussi parce que c'est sympa de faire ça à plusieurs. Ça crée une synergie. Ouais. Ça crée une synergie. 1 + 1 = 3. Ouais, et puis ça, pour moi, ça vient aussi par rapport à l'alignement que tu voulais d'y aller à vélo, enfin tout ce que tu proposes qui est cohérent. Oui. Je trouve que le côté convivial, pour moi, il fait partie aussi de toute cette chaîne de valeurs qu'on a autour de la low-tech, de remettre aussi du lien entre nous. Oui. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent apprendre à faire ce que tu fais pour rejoindre ta communauté de cuisiniers ambulants, low-tech, il faut juste qu'ils te contactent? Oui, tout simplement. Super. Après, pour revenir à ta question, comment ça va se passer demain? Demain, Oui. c'est un peu différent parce que du coup, cette communauté n'existe pas encore. C'est en cours de création. Je compte sur ta vidéo, entre autres, Oui. pour C'est le but. passer le Ça, message. c'est le message. C'est ça. Mais demain, c'est intéressant aussi. En gros, j'y vais avec le matériel. Je m'occupe du premier repas.
je montre aux bénévoles comment ça fonctionne et c'est eux ensuite qui gèrent les repas suivants. Donc pareil, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier et c'est ce qui m'intéresse, moi, essayer de transmettre, montrer et que ce soit reproduit. Donc demain, ça sera avec notamment certains bénévoles du Low-Tech Lab de Chambéry. Oui. C'est ça, qui est une antenne locale du Low-Tech Lab. Oui. J'avais fait une vidéo déjà sur l'antenne de Grenoble et l'antenne de Briançon. Donc demain, on rencontrera ceux de Chambéry. On reste dans les Alpes. J'ai vu tout à l'heure à la boutique que tu avais du pâté végétal. Donc c'est un vaste sujet, celui des fausses viandes, du remplacement à la viande. Moi, je trouve ça intéressant parce que toute la construction culturelle qu'on a autour de la viande, un vrai repas, c'est un repas avec de la viande, un vrai repas festif, c'est un repas avec de la viande. C'est des choses que on essaie aussi de déconstruire, de questionner quand on est dans cette démarche de sobriété. Donc toi, c'est ce que tu as fait. Tu as expérimenté pas mal de substituts faits maison. Je précise parce qu'il y a beaucoup de substituts industriels aujourd'hui à la viande. Est-ce qu'on peut aller voir un peu de quoi ils retournent? Merci, moi. Alors, c'est un sujet ô combien passionnant pour moi. Ça fait partie des 3 thématiques de Du soleil dans nos assiettes. Les appareils de cuisson à énergie renouvelable, les techniques de conservation et les recettes végétales. Mon drame, c'est que c'est ce 3e point qui intéresse le moins les gens et les techniques de cuisson qui les intéressent le plus. Et pourtant, c'est d'un point de vue écologique, c'est le levier le plus important qu'on ait. La viande. Manger moins de viande. Alors, après, on peut très bien faire des repas sans substitut de viande, hein, mais pour une transition, je trouve ça pratique. Et puis, même moi, au quotidien, j'apprécie mon petit substitut parce que ils sont bons. En fait, ça fait des aliments à part entière. J'en ai préparé quelques-uns. Alors là, c'est un peu une grosse plâtrée de seitan. J'appelle ça le vebab. Kebab végétal, c'est celui qu'on emmènera demain au repas. Ok, super. Ça fera partie des 3 ingrédients. Hein. Demain, il y aura vebab, chili, paella. Donc là, c'est la part de vebab pour 60 personnes. À partir de la même base, des côtelettes, des grillades. Alors en gros, la différence, c'est la coupe et l'assaisonnement. Ok. Le Mais vebab, la base seitan est la même. la base seitan est la même. Ok. Et hyper simple. Hein. Ouais. Gluten de blé, farine, eau. Ok. Point barre. Pas Ah d'assaisonnement. oui, tu t'embêtes pas à juste mélanger de l'eau et la farine et que le gluten se fasse lui-même avec en malaxant. Tu rajoutes directement du gluten en poudre. Oui. Ah oui, ce qui est vachement moins contraignant que de faire son seitan. Là, c'est compliqué. Donc, du coup, là, c'est la coupe et l'assaisonnement qui diffèrent. Les côtelettes, c'est moutarde, herbe de Provence. Le seitan, c'est revenu dans du gras déglacé à la sauce soja. Ok. Voilà. Les deux sont délicieux. Sur événement, je ne fais que celui-là, parce qu'en gros, sur événement, je fais que ce qui se sert à la louche, que les plats en vrac. C'est beaucoup plus simple à gérer que les portions individuelles. Carrément. Alors là, j'en ai une très intéressante. En plus, vous voyez, bloc d'ail des ours, ça tombe à une saison où on n'a pas beaucoup de stérilisation à faire. C'est Le vrai. printemps, avril, on n'a vraiment rien à faire. Et qui contient 80% d'ail des ours. Et encore 80% concentré. Parce que je ramasse mon ail des ours et je l'égoutte à 60%. Donc, ail des ours concentré, maintenu avec un peu de gluten, donc 20% de gluten. Ah oui. Et du coup, on a une structure qui se défait facilement à la fourchette, fibreuse, grâce à l'ail des ours. Ok. Du coup, je l'ai appelée la babette, parce que ça rappelle la bavette, tu sais, cette viande très tendre qu'on déchire à la fourchette. Voilà. Donc après, je la recoupe en tranches au moment de la cuire. Je la fais revenir dans du gras et je la déglace à la sauce soja comme le vebab. Ok. Et j'ai envie de dire, la star de notre épicerie, un pâté végétal. Alors là, sans aucun produit transformé, donc ça c'est quand même intéressant. Des champignons, des lentilles vertes et des graines de tournesol décortiquées. Voilà, alors c'est assez simple, hein, tout est mixé et puis cuit et stérilisé. Alors c'est une recette de rillettes qui existait déjà sur internet, mais qui se mangeait crue. D'accord. Et moi j'ai apporté ce plus en fait où on mettait ces rillettes en gros dans le bocal, on stérilisait, et du coup on avait un bocal en permanence prêt. Et du coup c'est vrai que maintenant quand je vais chez des amis, je ne me pose plus la question de ce que je vais emmener, je prends deux bocaux de pâté, c'est super bon, ça plaît toujours à tout le monde, c'est à bluffer même quelqu'un qui fait pas trop attention. Avec une tranche de cornichon dessus, tu peux leurrer quelqu'un. Et ce que j'apprécie aussi dans cette recette, c'est que c'est des petits bocaux, donc chacun peut le faire chez soi dans sa petite cocotte. Dans une cocotte, en gros, tu feras 7 bocaux. Je voyais ton vélo, mais je voyais toi l'humain qui le pédalait. Je sais pas si c'est de la sympathie ou de la pitié, mais il y a toujours quelqu'un pour m'aider à décharger et à charger le matériel.
Donc on est arrivé à l'événement et là on va s'installer avec David, donc il va pouvoir me montrer son système mis en place. Et ben voilà, écoute, c'est parti. J'ai utilisé le cuiseur à pellets comme contenant pour rapatrier le matériel avec ma chariote à vélo. Donc j'ai sorti le matériel, étalé sur la table. Et là, donc je vais te montrer toutes les étapes de mise en place pour que ce soit un peu clair. Alors donc il a la caractéristique de s'ouvrir, ce modèle. Alors sur événement, je remplis toujours d'eau le fond du bidon. Ça protège le sol. Si des braises tombent de la cartouche, je fais pas trop chauffer le sol. Et en plus, ça le stabilise. Ça crée un poids au fond. Et en fin de feu, quand j'aurai plus que des braises dans ma cartouche à pellets, c'est la même chose. Paf, j'ai les vides dedans et ça stoppe les braises. Parce que si on doit partir dans le quart d'heure, on est bien embêté avec un tas de braises. Donc je remets le couvercle par-dessus, des petites cales. Par-dessus, alors je mets mes gants, notre réserve à pellets, donc celle que je t'ai expliquée hier. Donc ça c'est une cartouche qui dure combien de temps? 3 heures. Là on va l'allumer à 10 heures. À midi il repassera prêt. Et il sera maintenu au chaud au moins jusqu'à 13 heures, je dirais jusqu'à 14 en raison de l'inertie du système en fait. Donc maintenant on va allumer le cuiseur. Les allume-feu. Alors là, on fait un petit cratère dans les pellets. Ça simplifie leur prise. Si on ne fait pas ce petit cratère, une fois sur deux, ça ne marche pas. On allume feu, on l'allume. Alors j'ai abandonné le briquet depuis quelques années. C'est vraiment un déchet plastique rapide, le briquet. Je me suis remis aux allumettes. Et comme je t'expliquais hier, pas de tuyau d'évacuation comme le poêle Oxalis qui est là-bas par exemple, car trop difficile à transporter dans le train. Donc du coup, alors là je fais la morale pour le briquet, mais là en termes de déchets plastiques, c'est pas terrible. Mais là c'est pour la bonne cause on va dire. Donc j'allume mon petit ventilateur, hop, je le pose ici et c'est lui qui va remplacer le tuyau de poêle qui crée habituellement le tirage. Par-dessus, un grand gastro. Ce sera mon bac pour contenir l'eau, du bain-marie, à partir de là, on installe le nombre de bacs qu'on désire en fonction du nombre de recettes qu'on va faire. On peut en mettre un seul, on peut en mettre 2, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4. Là, pour notre repas, on va en mettre 3. Donc 3 ou 4, on utilise une barrette de séparation. Un premier, un second. Et le troisième, on va mettre directement le vébab que j'ai préparé chez moi. Donc voilà, pour la viande, c'est fait, pas plus de préparatifs, il y a juste à le laisser réchauffer au bain-marie pendant 2 heures. Le grand bac, ce sera une paella. J'ai le riz, les épices. Ouais, déjà tout est prêt dans le sac. Tout est prêt. On verse dedans. « 3 kg de riz, 6 litres d'eau. Là, il en manquera, j'en rajouterai un petit peu après. Un demi-litre d'huile. Alors là, ça peut se faire au nez. Ça paraît toujours important, les proportions d'huile ou de sel ou d'épices quand on fait du collectif, mais ça correspond à ce qu'on fait habituellement. Et on y reviendra plus tard, en fait, pour rajouter les aliments qui cuisent peu. Alors, je pense aux champignons, important pour la paella, parce que quand on tombe sur un bout de champignon, ça apporte beaucoup de goût. Les tomates. Donc, on va mettre le couvercle. Voilà. Et le dernier contenant, un chili sin carne. Alors, je suis venu avec mes bocaux. Donc, des bocaux de haricots rouges. Alors, ceux-là, je les ouvrirai, les rincerai à l'égouttoir en cuisine. Donc, je les ouvrirai tout à l'heure. Des bocaux de sauce tomate avec des protéines de soja. Donc, on fait un petit mélange. Les épices sont déjà inclus dedans. Donc je ne vais pas tous les ouvrir tout de suite pendant la prise, mais en gros pour expliquer le principe du bocal, alors c'est super pratique si on est prévenu au dernier moment, ça c'est l'avantage. L'inconvénient est qu'il faut les préparer en avance, nettoyer tous les bocaux au retour, transporter le poids des bocaux, parce que là contrairement à la paella, on transporte l'eau, la paella, l'eau on la trouve sur place. Faire un repas entièrement basé sur le bocal, c'est inconcevable pour ma méthode. Il faudrait porter plus de 100 kilos en gros pour partir. Combinant les deux finalement ça fonctionne quoi. Ouais c'est ça, il faut combiner un peu tout ça. Ces techniques. Carrément. Du coup, après, il reste à attendre là 1h30 à peu près avant de réincorporer les aliments qui cuisent peu. Dans le chili, je mettrai de la tomate et du poivron pour le rajeunir un peu, apporter un peu de fraîcheur. Et à midi, on peut commencer le service.
Candide, merci beaucoup. Oui, tout à l'heure, il y a quand même une chose importante dont on n'a pas parlé, c'est que toi, ce que tu veux faire avec toutes ces expérimentations, c'est quand même les transmettre. Comment ça se passe ça, toi, là, dans l'année qui arrive La transmission est un sujet important pour nous, low-tech, parce que qui dit low-tech dit un peu inventeur. Et créer des nouvelles choses, à quoi bon si c'est pas reproduit après? Donc j'ai envie de faire un petit flashback avant de répondre à ta question, revenir au poil Oxalibre, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, qui s'appelait Oxalis et du coup a changé de nom à l'époque où je l'ai donné à la communauté. C'est-à-dire qu'avant, le poil Oxalis, le poil de masse, m'appartenait. Il était quand même diffusé en open source, mais il y a environ 2 ou 3 ans, je l'ai donné à la communauté de façon à ce qu'il soit pris en main par cette communauté pour continuer à le faire évoluer. Continuer à faire des mesures techniques, faire évoluer des défauts, tout simplement. Alors il a été très pris en main par les formateurs, parce que du coup on a 3 centres, plus le centre d'Oxalis qui dispense des formations, plus les quelques artisans qui le fabriquent. Donc c'est un exemple de passation du savoir et de passation et une façon de faire perdurer surtout. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemblerait, ce fameux poil, il est juste derrière toi, c'en est un. Oui. C'est pas le sujet de cette vidéo, je mettrai évidemment les liens pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que c'est quand même un objet hyper intéressant. Et toi, tu as travaillé dessus pendant des années, avant justement que d'autres prennent le relais. Et est-ce que c'est aussi ce que tu souhaites maintenant par rapport à la cuisine? C'est ça. J'en suis un peu à la même étape que quand le poil a changé de nom. Là, j'en suis à l'étape de passation. J'ai travaillé, ça fait 10 ans, 8 ans à peu près que je travaille sur la cuisine. Là, ce que j'ai atteint, ça me suffit. J'ai pas envie d'aller plus dans les détails. J'ai envie de partager le sujet pour passer à autre chose. Mais cette période de passation va durer certes des années. Alors du coup, c'est vrai que tout ce qu'on a vu toute la visite, c'est un peu dans cet objectif. C'est donner envie de reproduire autant à échelle domestique que professionnelle. Voilà. J'ai envie de rendre désirable en fait toutes ces pratiques. L'épicerie, voilà, c'est un vrai plaisir à gérer. La restauration événementielle, alors je ne veux pas dire que c'est pas stressant, cuisinier, il n'y a rien de pire en termes de... T'es pas tranquille. Je me doute. Mais par contre, c'est vraiment un travail sympa pour celui qui a envie de le faire. Ouais. Voilà, et faire ses bocaux pour soi, c'est que du gain, que du bon et beaucoup de plaisir aussi, une autre façon de vivre. Ouais, c'est ça, là, ce que tu racontes aussi, c'est tous les nouveaux métiers qui émergent autour de cette cuisine qu'on peut appeler low-tech ou cuisine végétale, je sais pas exactement quel nom il faut lui donner, qui va de les maraîchers qui ont besoin de gens qui font de la transfo, de gens qui travaillent dans la cuisine événementielle. Là, pour ça, tu as toute ta documentation que tu mets sur ton site, ça c'est une partie de la transmission. Mais il y a aussi les stages que tu organises. Ils sont à destination de qui, ces stages ? Alors, toute la série de stages faits cette année était à destination des particuliers. J'ai décidé d'y mettre fin pour l'année prochaine et de m'orienter vers un public plus professionnel, des jeunes en fait qui auraient des propensions à essaimer plus facilement que les particuliers que j'ai vus, qui est très bien, c'est très bien qu'il y ait des stages pour ces particuliers, mais c'est vrai que je recherche la diffusion, élargir la diffusion, l'essaimage de ce savoir. Donc j'ai envie de mettre en place l'année prochaine des stages plutôt officieux pour des personnes ayant des projets professionnels globalement ou alors de diffusion importante. Ça serait certainement un principe de... Petit woofing, oui, voilà, dont on parlait woofing. tout à l'heure, oui. Un peu une idée de woofing, un stage sur 5 jours où on ferait beaucoup de pratiques, beaucoup de stérilisation, de bocaux qui, moi, permettraient d'avoir une petite réserve. Ça me financerait et en échange d'un hébergement et d'une formation gratuite. Parce que ce que les gens viennent apprendre quand ils font les ateliers avec toi, c'est aussi un peu tout ce qui peut ne pas fonctionner comme ça devrait fonctionner selon la théorie. Est-ce que c'est en fait en faire plein, ça permet de voir toutes les fois il y a des trucs qui dysfonctionnent ou ça pas tant? C'est surtout la pratique. Pour apprendre, il n'y a rien de tel que faire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as quand même une partie théorique sur le fonctionnement de la stérilisation, des choses comme ça, ou pas tant besoin? Les barèmes que je t'ai montré tout à l'heure, voilà, tant que tu respectes les barèmes. Ok. Comment d'un point de vue un peu plus philosophique, tu penses ce nouveau mode, enfin ce nouveau, plus si nouveau parce que ça fait maintenant 20 ans que t'as entamé ce parcours d'essayer de rendre ton mode de vie compatible avec les limites planétaires. Je sais pas comment le formuler.
Comment est-ce que tu vis ça? Par quelle peut-être grande phase t'es passée? Et notamment, enfin moi je sais qui est souvent associé à l'envie de réduire sa conso d'énergie, c'est aussi toute la mouvance survivaliste ou autonomiste, dans laquelle moi je me retrouve pas toujours, parce que je pense que notre résilience collective, elle est beaucoup plus forte que le fait que chacun ait son bunker, ses panneaux solaires et ses conserves. Comment toi tu vis ça? Eh ben, pour ta première question, comment j'y suis passé? J'y suis passé avec du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et je dis ça parce que c'est vrai que ça peut paraître décourageant vu de l'extérieur. Quelqu'un qui se projette dans un mois à vivre de la même façon, sans voiture, sans tout un tas de choses, ça lui paraît impossible. Du coup, il va plutôt se positionner dans un déni. Et je vois ça plus comme une orientation à se fixer, à se donner. Moi, je me le suis donné il y a une vingtaine d'années. Ça fait que 3 ans que j'ai plus de voiture, par exemple. Voilà. Il aura fallu 2 décennies, en gros, pour arriver à quelque chose. Oui, parce que c'est plein de chantiers aussi à mettre en place dans sa vie, donc on peut pas tout faire en même temps. Oui. Et puis sortir des énergies fossiles, souvent ça implique quand même de mettre un peu plus d'énergie humaine. Ben c'est ça peut impliquer de changer de lieu d'habitation, changer de maison, une nouvelle rénovation, ça peut impliquer de changer de travail, ça peut impliquer de changer de famille. Ouais. Parce que du coup, si les deux sont pas en phase, parfaitement, ouais. Non, ça peut être difficile. Complètement. ouais, c'est vraiment ce truc aussi où à un moment tu sors de l'autoroute sur laquelle tu roulais à 130, puis tu prends cette petite route de campagne sur laquelle un peu plus chaotique et qui demande voilà, mais du coup en prenant le temps de faire cette transformation, ça peut se vivre de manière assez sereine et joyeuse et apporter tellement plus dans ta vie que ce truc tout tracé. Complètement, c'est sans regret aujourd'hui. C'était quoi ton ancienne vie À l'époque, avant que je prenne cette direction, je rénovais des maisons. J'achetais des maisons, je les rénovais, je les revendais. Bon, c'est une vie que je voudrais plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Et donc la deuxième partie de ta question est intéressante vis-à-vis de l'autonomie, parce que c'est vrai que je suis souvent assimilé à un autonomiste. Ouais. Alors moi, autonomie pour moi, c'est vraiment connoté survivalisme. C'est une démarche vraiment très solitaire. Si je suis partisan de l'autonomie, c'est l'autonomie à plusieurs. Elle a plus ça de l'autonomie. Mais je m'entends quand je dis ça, je pense par exemple à l'échelle d'un village où chacun partage son savoir en fait. Pas du tout survivalisme, pour moi c'est aux antipodes quoi. Je prendrais comme exemple par exemple mes panneaux solaires, un survivaliste, un tas de panneaux solaires avec des batteries pour avoir sa propre électricité. Moi non, j'ai mis des kits en autoconsommation et ma surproduction, je la renvoie sur le réseau, elle est consommée par le voisin si jamais c'est pas moi qui l'utilise. En fait, je qualifierais non pas ma démarche d'autonomiste, mais d'écologiste tout simplement. Ouais. Pour moi, l'écologie, ça passe par le collectif. Oui, et en fait, pour moi, c'est aussi que le survivalisme peut t'amener, je trouve, à vivre ta transition écologique depuis un espace de peur de manquer, peur des autres, peur de plein de choses. Là où y a peut-être une autre manière de vivre, selon moi, qui est peut-être celle plus d'un espace de joie, de convivialité retrouvée, de ralentir, de se défaire de certaines possessions matérielles, et c'est un chemin que je trouve vachement plus réjouissant à titre personnel. Ouais. Donc c'est assez inspirant comme démarche ce que tu as eu. Peut-être quand même, je le mettrai à la toute fin de vidéo, mais est-ce que tu peux juste nous faire un petit récap pour ceux qui aimeraient te retrouver, voilà, des petites infos sur tes actus et si on veut faire un stage avec toi l'année prochaine. Ouais. Me contacter, aller sur Du Soleil dans nos assiettes, contact, vous m'écrivez. Mais c'est sûr que je serais ravi d'accueillir des jeunes avec des projets, quoi. C'est voilà mon public cible, des jeunes maraîchers qui veulent mettre leurs produits dans des bocaux, des gens qui ont le désir de créer une épicerie comme j'ai fait en bas. Génial. Et bien merci beaucoup David. Merci à toi Yumi. Si tu souhaites recevoir chaque mois des conseils pour bifurquer dans la low-tech et réussir à rendre la sobriété désirable, abonne-toi à la newsletter, ça va chauffer.